Madame, monsieur, bonsoir. Il est 20 h. Voici les titres que nous allons aborder au mieux ce soir dans le Grand News. À Taïwan, l'inquiétude monte face aux menaces de Pékin. Pour la première fois, les exercices civils d'évacuation sont couplés aux grandes manœuvres militaires annuelles. La population se prépare activement à un scénario d'invasion. Et au Japon, le paysage politique est bouleversé par la percée d'un nouveau parti populiste. Le Sanseto pourrait bien faire une entrée fracassante au Sénat dimanche, une onde de choc pour le pays du consensus. Plongés dans l'univers opaque d'une unité très spéciale de la police française, leur mission: traquer les criminels les plus recherchés, souvent disparus à l'étranger. Vous allez découvrir en exclusivité le travail de cette brigade discrète mais redoutablement efficace. À Limoges, la tension ne faiblit pas. Une nouvelle nuit de violence urbaine a éclaté dans le quartier de la Bastide. Bilan: 10 policiers blessés, des véhicules incendiés, des bombardements et des affrontements qui ont duré plusieurs heures. Un climat explosif sur fond de trafic et de provocations ciblées. Reportage au cœur d'un quartier à bout de souffle. Et puis en Syrie, un pouvoir fragile tente de se maintenir après la chute du régime central dans certaines régions. Entre pression locale, retour de Daesh, guerre pour les ressources et système judiciaire opaque, le pays est à nouveau au bord de l'explosion. Ce sera bien sûr l'enquête du Grand News ce soir. C'est un scénario redouté par les autorités taïwanaises, une invasion sur l'île par la Chine. Depuis quelques jours, les sirènes retentissent, des abris sont même ouverts et la population est invitée à participer à des simulations d'évacuation. Des exercices sans précédent ont été menés dans l'île de Taipei au même moment que les manœuvres militaires de l'armée, une mobilisation inédite qui reflète l'inquiétude croissante face à la pression de Pékin. Reportage sur place signé Bernard Fleury et Laure Blanc. Il est 14h28 et tout s'arrête dans la capitale taïwanaise. Sirène, gyrophare, consigne à la radio. Le scénario: une frappe imminente sur la ville. Comme chaque année, l'armée taïwanaise organise ses grandes manœuvres. Mais cette fois, les civils sont aussi appelés à réagir. Pour la première fois, les exercices de défense civile sont coordonnés avec les manœuvres militaires. L'objectif: préparer la population à une attaque chinoise. Une menace devenue plus crédible depuis la guerre en Ukraine et l'augmentation des incursions de l'armée chinoise dans la zone. Liu Yui, membre du comité de préparation civile, en témoigne: dans certaines entreprises, les employés ne savent pas où aller. Les abris sont mal identifiés. Il faut encore du temps pour instaurer une vraie culture de la sécurité. En tout, 10 jours d'exercice, 4000 personnes mobilisées dans la capitale, et une simulation d'attaque lancée sans prévenir. Dans certains quartiers, l'évacuation a dû se faire en moins de 4 minutes. Pour Taipei, l'alerte est désormais permanente. L'armée chinoise multiplie les provocations dans le détroit de Formose. En coulisses, les autorités taïwanaises accélèrent la préparation psychologique de la population. Et cela passe par des gestes simples: savoir où se réfugier, apprendre à s'abriter, reconnaître les signaux d'alerte. Car si l'invasion n'est pas imminente, elle n'est plus impensable. Dans l'ombre de la menace, Taïwan tente d'anticiper l'impensable. C'était Bernard Fleury pour le Grand News. Merci à Bernard Fleury et Laure Blanc pour leur reportage. À Taïwan, la population s'adapte, s'organise et vit chaque jour avec l'ombre d'un voisin de plus en plus menaçant. Il craque les fugitifs les plus recherchés de France, narcotrafiquants, tueurs en cavale ou criminels de haut vol. Certains se croient à l'abri à des milliers de kilomètres, mais une unité discrète les traque sans relâche et secrètement. Cette brigade d'élite peu connue du grand public agit souvent dans l'ombre en lien avec Interpol et d'autres forces internationales. Enquête exclusive signée Henri Leboeuf et Carole Meunier. Ils sont policiers, mais leur nom ne figure jamais dans les communiqués. Leur visage n'apparaît pas sur les écrans. Et pourtant, ils traquent les criminels les plus dangereux de France. Depuis un bureau discret, au sein de l'Office central de lutte contre le crime organisé, l'OCILCO, ils traquent, recoupent, infiltrent. Leur cible, les fugitifs. Chaque année, des dizaines de trafiquants, braqueurs ou meurtriers condamnés en France sont interpellés par cette brigade, souvent à l'étranger. La Costa del Sol, en Espagne, reste la destination favorite des criminels en fuite.
Soleil, anonymat et réseau mafieux, le cocktail parfait pour disparaître. Mais les policiers français y travaillent en étroite collaboration avec Interpol et les autorités locales. Nous sélectionnons des cibles à fort impact, souvent impliquées dans des homicides ou des trafics de grande ampleur, explique un officier sous couvert d'anonymat. Grâce à un réseau de renseignements et une coordination constante avec les services européens, ces policiers parviennent à remonter la trace d'individus disparus depuis des années. Parfois, c'est une facture téléphonique, une carte SIM activée, ou même un message codé sur les réseaux sociaux qui les trahit. Leur objectif est clair, remettre les fugitifs entre les mains de la justice. En 2023, plus de 600 personnes ont ainsi été localisées, puis ramenées en France pour purger leur peine. Derrière cette réussite, un travail de patience, d'observation et de discrétion extrême. Car pour traquer l'invisible, il faut savoir rester dans l'ombre. Un travail d'enquête de l'ombre, au service de la justice. Une unité dont les résultats sont spectaculaires, mais dont les membres restent invisibles aux yeux du grand public. Je vous le disais dans les titres, partons à Limoges, le quartier de la Bastide qui a connu une nuit d'extrême violence, tirs de mortier, cocktail molotov, affrontement direct avec les forces de l'ordre. 10 policiers ont été blessés dans des conditions qualifiées d'infernales par les syndicats. Cette nouvelle flambée de violence intervient dans un climat déjà très tendu où les forces de l'ordre se sentent de plus en plus ciblées. Reportage Bernard Fleury, L'Or Blanc. Limoges, quartier de la Bastide. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des scènes de guérilla urbaine. À partir de 22h, plusieurs dizaines d'individus ont pris pour cible les forces de l'ordre. Tirs de mortier d'artifice, projectiles, incendies. Le quartier s'embrase. 10 policiers blessés, dont certains souffrent de brûlures et de blessures aux jambes et aux bras. Les syndicats dénoncent une chasse aux policiers, des actes coordonnés, prémédités. Les forces de l'ordre évoquent des guet-apens, avec des projectiles lancés depuis les toits. Ils attendaient nos collègues pour leur tendre des embuscades. C'est de plus en plus fréquent, selon une déclaration syndicale. Selon les premières constatations, plusieurs véhicules ont été incendiés, et des dégradations ont touché du mobilier urbain. Une enquête a été ouverte, et le parquet évoque des faits de violence en réunion contre agents dépositaires de l'autorité publique. Sur place, les habitants oscillent entre colère et résignation. Certains dénoncent les tensions croissantes avec la police, d'autres regrettent que leur quartier soit pris en otage. On n'en peut plus. Dès qu'il fait chaud, ça explose. Et ce sont toujours les mêmes qui subissent, raconte un témoin. 11 ans après le début de la guerre civile, la Syrie reste un pays déchiré. Si certaines régions ont échappé au contrôle de Damas, le chaos persiste encore à l'est du pays. Par exemple, dans les territoires anciennement tenus par l'État islamique, un nouveau pouvoir local peine à imposer son autorité sous la menace persistante de Daesh face aux rivalités communautaires et à l'appétit des puissances étrangères. Ces zones administrées par les forces démocratiques syriennes sont toujours aujourd'hui en crise. Notre équipe a mené une enquête au cœur de ce territoire fragilisé entre désert, détention et pression tribale. C'est l'enquête du Grand News signée Sarah Khelifi et Henri Leboeuf. Dans le nord-est de la Syrie, un territoire immense, contrôlé par les forces démocratiques syriennes, alliées des Occidentaux. Ici, l'État syrien est absent. Et le nouveau pouvoir, fragile, est sous pression. Attaques sporadiques de Daesh, conflits tribaux, tensions internes. Une poudrière, au cœur du désert point loin des projecteurs, la lutte contre Daesh continue. Dans les zones arides de Deir ez-Zor ou Assaké, les cellules dormantes de l'organisation terroriste multiplient les embuscades contre les forces kurdes ou les chefs locaux. Les hommes de Daesh sont toujours là. Ils posent des engins explosifs, mènent des assassinats ciblés. Ils attendent le bon moment, nous raconte un commandant FDS. La réponse, un système carcéral tentaculaire. Des milliers de prisonniers, djihadistes étrangers, femmes et enfants inclus, sont détenus dans des conditions extrêmes. Les ONG dénoncent un traitement inhumain et un système judiciaire partiel, opaque, sans véritable procès. Nous n'avons pas d'avocats. Les juges ne parlent pas notre langue. On ne sait pas combien de temps on va rester ici, nous raconte un témoin qui a voulu rester anonyme. À cela s'ajoute une autre bataille, celle du pouvoir local. Les FDS, soutenus par les États-Unis, tentent de gérer un territoire morcelé.
Mais les rivalités tribales, les tensions arabes-kurdes et les luttes autour du phosphate et du pétrole minent l'autorité centrale. La situation est explosive. Entre vide du pouvoir, promesses non tenues aux Occidentaux et peur d'un retour de Daesh, les responsables sur place craignent une implosion totale. Un volcan silencieux. Mais sous la surface, les tensions grondent. Dans cette région oubliée des capitales, les armes parlent souvent plus fort que les mots. Et pendant que l'attention du monde se tourne ailleurs, le terrain reste instable, l'avenir incertain. Les équilibres sont précaires, les alliances fragiles, et les ennemis invisibles. Chaque jour, les forces démocratiques syriennes avancent à tâtons dans un champ de mines politiques, sécuritaires et humanitaires. Une simple bavure, un nouveau massacre, ou une trahison suffirait à rallumer l'incendie. Dans ce chaos, une seule certitude. La paix durable, ici, reste une promesse lointaine. C'était Sarah Khélifi pour l'enquête du Grand News. Une figure marquante de l'Église de France est éteinte hier. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris entre 2005 et 2017, est mort hier à l'âge de 82 ans. Il était le successeur du cardinal Sütjer. Il a marqué l'Église par son intelligence, sa rigueur et son sens du dialogue, y compris avec les pouvoirs publics proches de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Il a occupé des postes clés au sein de la Conférence des évêques de France, tout en demeurant une voix influente, notamment au Vatican, sur les sujets de la famille. Un deuil diocésain a été décrété à Paris. La date de ses obsèques sera communiquée dans les prochains jours. Son portrait avec Antoine de Saint-Exupéry et Michel Fleuron. C'est une figure majeure de l'Église catholique française qui s'est éteinte. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris pendant 12 ans, est mort à l'âge de 82 ans. Une disparition qui plonge le diocèse de Paris dans le deuil. Ordonné prêtre en 1969, il gravit patiemment les échelons de l'Église. Proche des papes Jean-Paul II et Benoît XVI, il devient archevêque de Paris en 2005, succédant au très médiatique cardinal Jean-Marie Lustiger, théologien rigoureux, homme de dialogue. Il s'impose rapidement comme une voix respectée au sein de la Conférence des évêques de France, qu'il préside de 2007 à 2013. Il s'illustre notamment sur les questions sociétales, notamment celles liées à la famille, à la bioéthique et à la laïcité. Intellectuel discret mais influent, André XXIII a toujours défendu une église fidèle à ses principes, mais ouverte au monde. Son ton mesuré, ses prises de parole fermes mais jamais agressives, lui ont valu le respect même de ses détracteurs. Un deuil diocésain a été décrété à Paris. La date de ses obsèques sera annoncée dans les prochains jours. Dès à présent, de nombreux hommages affluents, saluant un pasteur exigeant, un homme d'écoute et une conscience pour l'Église de France. Un nouveau drame a frappé les États-Unis cette nuit à Los Angeles. Plus précisément, une voiture a foncé dans la foule rassemblée par un concert en plein air. Plus de 20 personnes ont été blessées, certaines grièvement. L'auteur des faits, un homme d'une trentaine d'années, a été interpellé sur place. Les autorités n'écartent pour l'instant aucune piste, mais la thèse de l'acte volontaire est privilégiée, comme nous le montre ce reportage signé Laure Blanc et Henri Leboeuf. Il est 21h17 précisément, dans le quartier de Echo Park à Los Angeles. Un concert de plein air bat son plein, des familles, des jeunes, des passants. Soudain, une berline grise déboule à vive allure. Elle franchit les barrières de sécurité et fauche la foule sur plus de 40 mètres. Le bilan est lourd, 23 blessés, dont 6 dans un état critique. Une adolescente de 14 ans figure parmi les victimes les plus sévèrement touchées. On a juste entendu un cri, puis des gens qui couraient. Il y avait des corps au sol partout, nous dit un témoin. Le conducteur, un Américain âgé de 31 ans, a été maîtrisé par des spectateurs, puis arrêté par la police. Il n'était pas connu pour radicalisation, mais aurait des antécédents psychiatriques. Déclaration du chef de la police de la. Nous travaillons sur toutes les hypothèses. L'acte volontaire semble probable au vu du comportement du suspect. À ce stade, le FBI est en soutien des forces locales. Une cellule d'urgence a été installée pour accompagner les victimes et les familles. Le maire de Los Angeles parle d'un acte inexcusable et appelle au calme. Ce nouvel épisode intervient dans un climat tendu aux États-Unis, où les attaques à la voiture bélier se sont multipliées ces dernières années, parfois à des fins terroristes,
parfois liés à des troubles mentaux. Effectivement, à Los Angeles, la population reste sous le choc. Les autorités appellent à la prudence et renforcent la sécurité autour des événements publics. Une enquête est d'ailleurs en cours pour comprendre les motivations de l'auteur présumé. Retour en France pour vous dire qu'un feu de forêt s'est déclaré hier en Ardèche, dans la commune de Vallon-Pont d'Arc. À quelques heures, 25 hectares sont déjà partis en fumée. 80 pompiers sont toujours mobilisés sur place pour tenter de contenir les flammes dans une zone boisée, difficile d'accès. Cette nouvelle incendie intervient alors que le risque de feu de forêt est au maximal dans toute la région. Reportage sur le terrain, signé Élise Vanier et Laure Blanc. Dans les collines arides de l'Ardèche, le feu a pris de vitesse les premiers secours. Il est environ 15 heures jeudi lorsqu'un panache de fumée est signalé au nord de Vallon-Pont d'Arc. En moins d'une heure, les flammes gagnent plusieurs hectares de pinèdes. C'est une zone difficile d'accès, très sèche, avec un vent qui a compliqué l'attaque directe du feu. Déclare le capitaine des pompiers. 80 pompiers ont été dépêchés sur place, épaulés par plusieurs engins au sol, et 2 avions bombardiers d'eau. Leur objectif, éviter que l'incendie ne progresse vers les habitations, situées à quelques kilomètres seulement. On a préparé les affaires au cas où il faudrait évacuer. C'est angoissant, on voit le feu juste derrière la colline. Raconte un habitant. En fin de journée, le feu avait déjà ravagé 25 hectares de végétation. Si aucune habitation n'a été atteinte, le risque reste élevé, selon les autorités, en raison de la sécheresse persistante et du vent qui reste instable. L'Ardèche, comme de nombreux départements du Sud-Est, est placée en vigilance renforcée. Les pompiers appellent à la plus grande prudence, alors que la moindre étincelle pourrait suffire à déclencher un nouveau foyer. Le feu restait actif ce soir dans certains secteurs. Un poste de commandement a été installé. Des renforts pourraient être envoyés dans les prochaines heures. Il était l'une des figures les plus marquantes du paysage audiovisuel français. Thierry Ardisson, l'homme en noir de la télévision, est décédé il y a quelques jours à l'âge de 76 ans. Hier, ses obsèques se sont tenues à Paris, dans l'intimité, mais sous l'émotion palpable du public fidèle. Les proches et de nombreuses personnalités du monde des médias. Retour sur cette journée d'hommage et le parcours d'un homme qui a marqué plusieurs des générations donc de la télévision française. Bernard Fleury, Laure Blanc. C'est dans la discrétion qu'il aimait tant que ses proches ont voulu lui dire adieu. Hier matin, en l'église Saint-Roch à Paris, Thierry Ardisson a reçu un dernier hommage, entouré de sa famille, de ses amis et de nombreux visages connus du monde de la télévision. Dans les travées de l'église, l'émotion est palpable. Certains viennent pour l'animateur, d'autres pour l'homme, celui qui savait faire parler les autres avec audace et élégance. Il a révolutionné l'art de l'interview, glisse un ancien collaborateur. Pendant près de 40 ans, Thierry Ardisson a occupé le petit écran, avec un style unique, provocateur, noir vêtu, mais toujours fin observateur. Il a osé poser les questions que d'autres n'osaient pas, parfois à la limite, mais toujours dans l'écoute. Hier a eu lieu son ultime adieu, l'animateur et producteur a été enterré dans l'intimité. De nombreuses personnalités étaient là pour son dernier « bonsoir ». L'hommage a été simple, ponctué de musique qu'il aimait, de textes lus par ses enfants, et d'une ultime salve d'applaudissements. L'homme en noir s'est éteint, mais son empreinte dans la mémoire collective reste indélébile. Thierry Ardisson, c'était une voix singulière, une silhouette reconnaissable entre mille, un esprit libre qui a bousculé les codes sans jamais trahir sa vision de la télévision. Il savait que pour toucher juste, il fallait parfois déranger, mais toujours avec élégance, humour et intelligence. Il restera comme l'un des derniers grands maîtres de l'interview. Thierry Ardisson nous manque déjà. Un homme de télé hors norme, un ton, un regard et une voix qui ont accompagné des millions de Français pendant des décennies. Thierry Ardisson laisse derrière lui un vide mais surtout un héritage télévisuel qui lui reste intact. Derrière ses interviews marquantes, des émissions devenues cultes et son style unique, il a durablement transformé le paysage audiovisuel français. Ce mardi à 21h, je vous donne rendez-vous pour une émission spéciale consacrée à la carrière de Thierry Ardisson, des archives, des témoignages, des reportages inédits pour revenir sur le parcours d'un homme qui a osé dire ce que d'autres n'osaient même pas penser. Un hommage à ne pas manquer
Ainsi se termine cette édition un peu particulière, marquée par la disparition d'une figure incontournable de la télévision française. Thierry Ardisson nous laisse donc en héritage des émissions cultes qui ont marqué des générations et une manière bien à lui de faire parler les autres, parfois dérangeante, mais surtout toujours sincère. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. On se donne donc rendez-vous mardi prochain à 21h pour l'émission sur Thierry Ardisson en hommage qui lui sera entièrement consacrée. Merci de votre fidélité et très bon week-end.